Chers amis, Monsieur le Président, cher Jules Nyssen, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur Général, cher Éric, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Monsieur le Député, cher Antoine, Mesdames et Messieurs, les représentants du monde des énergies marines renouvelables, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui dans ce magnifique lieu. Et il y a une semaine ou une semaine et demie, je ne sais plus exactement, peut-être bien 2 semaines maintenant, le temps passe vite, j'étais justement à Monaco pour travailler avec le prince Albert de Monaco sur le sujet de la préparation du sommet des Nations Unies pour les océans, et nous évoquions ce lieu magnifique, et je n'avais pas en mémoire que ce colloque se tiendrait ici, et donc je crois que c'est une petite facétie de l'actualité, mais en tout cas c'est un lieu qui est splendide, que nous devons continuer à valoriser, à contribuer, de faire voir à nos concitoyens, et donc un grand merci d'avoir tenu cette Assemblée Générale ici dans ce lieu magnifique. Alors, moi je suis très heureux d'être ici, au-delà du cadre splendide, et au-delà du fait qu'on sent un peu les embruns marins avec des visages qui sont familiers, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours des différents déplacements, je suis très heureux d'être ici parce que, vous le savez, vous êtes convaincus, mais je tiens à le redire ici, les énergies marines renouvelables sont au cœur de 2 enjeux majeurs pour nos concitoyens, pour la France, pour le continent européen, qui sont ceux de la lutte contre le changement climatique et également de la lutte contre la perte de biodiversité et de l'enjeu du renforcement de la souveraineté économique et donc de l'indépendance de nos territoires. Et donc, quand on voit à quel point les énergies marines renouvelables peuvent nous permettre, non pas simplement de concilier, mais d'atteindre ces objectifs de manière ambitieuse, de manière enthousiasmante aussi, parce que pour faire face à tous ces enjeux, nous avons besoin d'être collectivement dans une dynamique positive. Moi, ma présence ici, c'est à la fois la reconnaissance de tout le travail qui est effectué par le CER, par vous, cher Jules, et puis en même temps, vous dire que nous sommes prêts et que nous devons et que nous serons collectivement à la hauteur des enjeux, les enjeux de changement climatique, les enjeux de biodiversité, les enjeux d'industrie, les enjeux de souveraineté économique. Et donc, dans ce cadre-là, il y a pour moi, et j'essaierai de développer un peu, 2, au fond, défis majeurs devant nous. Le premier, c'est celui de la planification. Et la planification ne doit pas simplement être un exercice de concertation, ça doit nous permettre aussi d'accélérer l'innovation. Et puis, le deuxième défi qui est majeur, c'est celui de la connaissance, du lien aussi entre connaissance politique publique, pour justement renforcer l'adhésion de nos concitoyens, l'adhésion des collectivités locales, et faire en sorte que les énergies marines renouvelables soient au cœur de notre stratégie de déploiement des énergies partout sur le territoire, et notamment de la souveraineté énergétique sur nos différentes façades maritimes. Alors, merci beaucoup de l'accueil. C'est un véritable honneur que d'ouvrir ces 9e assises des énergies marines renouvelables. Je tenais à être ici avec vous qui œuvrez au quotidien comme acteurs de la transition écologique, vous qui faites cohabiter écologie et économie dans l'Hexagone et dans nos Outre-mer, vous qui travaillez chaque jour sur les grands enjeux de la gestion durable des océans et de l'environnement. Je souhaite tout d'abord saluer le dynamisme de la filière des énergies marines renouvelables. Je pense qu'il y a peu de filières qui, au l'espace de 15 ans, ont su se développer, se déployer, faire ce travail aussi de plaidoyer auprès des décideurs publics. Vous qui, à travers cette assemblée, représentez la diversité de la filière, les développeurs, les fabricants d'éoliennes, les sous-traitants, illustrent la diversité, la richesse de nos territoires. Et je pense aussi, ici, bien évidemment, aux constructeurs, aux équipementiers, aux chantiers navals ou encore aux armateurs. J'ai pu mesurer, notamment lors du sommet Choose France, organisé à l'initiative du président de la République, combien les opportunités de développement de l'éolien en mer en France attiraient aussi de nombreuses entreprises du monde entier. Et je tenais à saluer tout particulièrement aujourd'hui les acteurs qui ont investi sur le territoire français, au moment où ce n'était pas simple, ce n'était pas forcément le pacte pour l'éolien en mer n'existait pas, le discours de Belfort du président de la République n'existait pas, qui ont investi et se préparent à faire du développement et de la maintenance des parcs éoliens en mer en France une de leurs priorités pour leur développement de leurs entreprises. Je remercie également bien évidemment les entreprises françaises pour leur capacité à développer à l'export et leur volonté constante de pouvoir aller défricher de nouveaux terrains. Et puis, je salue l'excellence de nos centres de recherche, à l'image du laboratoire de génie océanique que j'ai eu l'occasion de visiter il y a 2 semaines dans le Var. La contribution de votre filière à la transition énergétique, vous l'avez dit, cher Jules, est essentielle. Je souhaite ici témoigner de toute la confiance, de toute ma confiance dans les entreprises qui sont ici présentes. J'en suis persuadé,
la volonté de répondre aux grands enjeux fixés par le président de la République dans son discours du 22 septembre dernier, lors de l'inauguration du parc éolien en mer de Saint-Nazaire, sera pleinement remplie. Vous êtes essentiel puisque vous contribuez à assurer la souveraineté énergétique en réduisant nos dépendances aux hydrocarbures fossiles qui ne sont pas, bien évidemment, produites sur notre sol. Vous contribuez aussi de manière essentielle à la lutte contre l'urgence climatique en décarbonant toutes les parties de nos économies. Et puis, vous offrez des coûts abordables d'électricité pour les ménages et les entreprises. Ce sera un enjeu, là aussi, des prochaines décennies. Et l'enjeu de la planification pour garantir à nos concitoyens des prix abordables et qui permettent, bien évidemment, de se chauffer dans le cadre de cette transition. Je le sais, vous en êtes aussi les premiers porteurs, et vous me le dites souvent, vous avez déjà fait beaucoup pour l'accélération de la transition énergétique en développement sur notre territoire des capacités industrielles pour la construction, l'assemblage ou la maintenance des parcs éoliens en mer. Je pense bien évidemment aux usines de Saint-Nazaire, du Havre ou de Cherbourg. Je vois aussi, au cours des différents déplacements, toutes les opportunités d'emploi diverses qui sont nées du développement de votre filière, avec des partenariats innovants, avec des lycées professionnels notamment, pour que notre jeunesse soit au cœur de notre décarbonation. Vous avez assuré ces développements industriels à une époque où notre cadre réglementaire sur l'éolien en mer n'était pas nécessairement adapté, où l'efficacité que nous voulions mettre pour faire face à la transition n'était pas nécessairement à la hauteur des enjeux. Et grâce à votre implication, et je tenais vraiment à vous en remercier, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger régulièrement avec Jules, mais aussi, je le sais, les députés ont eu l'occasion de le voir dans le cadre notamment de la loi d'accélération des énergies renouvelables, votre implication constante, exigeante, nous a permis d'améliorer ce cadre juridique avec cette loi, et puis nous allons continuer avec notamment la PPE. Pour atteindre nos objectifs, le gouvernement, donc, et le président de la République l'a dit, compte sur votre filière, et notre feuille de route qui prévoit que sur les 100 gigawatts d'énergie renouvelable installés, nous ayons 40 gigawatts issus de l'éolien en mer, sera tenue, et j'y veillerai personnellement. Alors, vous le savez, le président de la République a annoncé lors de la signature du pacte éolien l'année dernière le développement de 18 gigawatts de capacité en service à l'horizon 2033 pour atteindre les 40 gigawatts d'ici 2050. Le cap est clair, nous tiendrons cet objectif et l'ambition qui est nous désormais, c'est de faire en sorte que dès 2025, j'ai dit 2035 ? J'ai dit 2033 ? 2035. Oui, parce qu'on a eu ce petit sujet-là. Seul le pronostic faux foi. Non, on est ambitieux. Non, 2035, sachant que si on peut aller plus vite, bien évidemment, nous devrons aller plus vite. Mais je crois que l'ambition qui est la nôtre, c'est réellement que dès 2025, nous ayons un appel d'offres conséquent. Dès 2025, nous devons avoir un appel d'offres et qu'on ne se contente pas, quand je dis des 2,5 gigawatts d'appel d'offres en moyenne, je pense que dès 2025, nous devons avoir un appel d'offres conséquent pour justement donner cette visibilité et lancer, si vous me passez l'expression, les hostilités et faire en sorte que sur l'éolien qui existe, notamment l'éolien posé, nous puissions aller le plus rapidement possible, en ne confondant pas vitesse et précipitation, mais je crois que tous les acteurs sont prêts, et donc nous devons avoir un objectif très clair et très ambitieux sur l'appel d'offres dès 2025. Vous le savez, nous avons signé début juin avec mes collègues Christophe Béchu, Agnès Pannier-Runacher et Bérangère Couillard, une instruction au préfet qui fixe les objectifs de développement de l'éolien en mer par façade en gigawatts, avec une fourchette minimale et une fourchette maximale à horizon 10 ans, à l'horizon 2050. Et donc pour répondre très clairement à votre question, vous avez évoqué tout de suite le fait d'avoir à 50 gigas, mais c'est déjà dedans. Donc ne refaisons pas le débat, ne partons pas en disant est-ce que nous allons plus ou un peu moins. L'instruction, la planification qui est devant nous, nous permet d'ores et déjà, dans les fourchettes maximales, si nous prenons les fourchettes maximales, nous sommes à 59 gigawatts. Et donc si collectivement nous avons la volonté de le faire, nous pouvons le faire, et c'est le sens de cette planification qui donne de la flexibilité et qui permet, justement, en fonction des façades maritimes, d'aller plus loin si c'est nécessaire. Mais de grâce, le mieux étant l'ennemi du bien, ne repartons pas dans des débats sur les objectifs à 2050. Nous avons déjà, avec ces fourchettes maximales, ces fourchettes minimales, toutes les clés en main pour pouvoir atteindre des objectifs sérieux, rigoureux, qui permettent à tout le monde de répondre aux enjeux de la concertation et de la planification en mer, et nous pouvons aller plus loin si c'est nécessaire. C'est déjà prévu dans le cadre de cette concertation et de cette planification qui a été envoyée à tous les préfets coordonnateurs et qui est déjà discutée
avec les régions. En Bretagne, la semaine dernière, il y a eu déjà une première réunion avec le président du Conseil régional. Et donc, c'est un objectif, ce sont des objectifs par façade maritime qui sont réalistes, puisqu'ils sont partis aussi d'un travail sérieux avec les acteurs. Et nous avons fixé un cadre, des zones prioritaires à définir pour implanter les parcs d'ici 2033, d'où mon petit lapsus tout à l'heure, et des zones potentielles pour la période jusqu'en 2050. Par exemple, vous le savez, ces fourchettes nous conduisent ainsi à identifier d'ici 2033 entre 2,5 et 5,5 gigawatts pour la façade comptant le moins de potentiel, le sud Atlantique, et par exemple entre 6 et 9,5 gigawatts pour la façade comptant le plus de potentiel, nord-Atlantique, Manche-Ouest, je parle ici bien évidemment pour l'échéance 2033. Pour ce faire, il convient de prendre en compte la protection des zones sensibles sur le plan environnemental, les activités économiques comme la pêche ou le transport, mais aussi la disponibilité des technologies, les possibilités de raccordement au réseau électrique, et ça c'est un enjeu majeur que nous aurons à traiter très rapidement avec les collectivités locales, et le prix de l'électricité induit pour nos concitoyens. Nous devons partager ensemble toutes ces contraintes, et c'est ce que nous faisons ici avec ces assemblées générales, c'est ce que vous ferez dans le cadre du colloque, et c'est ce que l'Assemblée nationale continuera de faire aussi dans le cadre de la PPE, et c'est le sens de la planification écologique que la Première ministre m'a demandé de conduire sur la partie maritime. C'est bien sûr une transition énergétique que nous devons aussi lancer avec la même vigueur, la même détermination dans nos outre-mer, où le coût de l'électricité est beaucoup plus élevé que celui de l'Hexagone. Les territoires ultramarins possèdent de très grandes façades maritimes et donc ils devront être des territoires d'innovation. C'est d'ailleurs l'une des discussions que j'ai pu avoir avec la présidente Huguette Bello de la Réunion en novembre dernier, et ils sont très demandeurs aussi de pouvoir être une terre d'expérimentation sur l'éolien flottant. La Première ministre l'a rappelé lors de son déplacement, et je vous invite vraiment à accélérer aussi sur le déploiement de l'éolien, notamment flottant, dans nos territoires ultramarins. C'est un défi territorial, industriel, et c'est aussi une question, au fond, de développement économique équilibré de tous nos territoires. Et donc, nous avons mis dans nos outre-mer une cellule, la cellule énergie renouvelable, sur chaque territoire, qui seront coordonnés par le préfet pour identifier et concerter avec les acteurs les besoins en énergie marine renouvelable. Cette cellule est opérationnelle et donc je vous appelle à vous en saisir. L'innovation, vous l'avez évoqué, je l'ai dit, la planification, ce n'est pas simplement un exercice de concertation, au fond, de conciliation des usages. Ça doit nous pousser à l'innovation. L'innovation, et vous l'avez évoqué, cher Jules, peut se trouver dans la remise au goût du jour de technologies qui sont pourtant déjà anciennes. Je pense à l'énergie marémotrice avec la belle usine de la Rance inaugurée par le général de Gaulle dans un territoire qui m'est cher, bien évidemment, la Bretagne. Et j'ai rendu hier hommage à René Pleven, qui a disparu il y a 30 ans et qui a été un des instigateurs de cette innovation et de cette usine marémotrice. Je sais qu'émergent des projets innovants dans le secteur de l'énergie houlomotrice et de l'hydrolien, vous l'avez évoqué, et il faudra en actualiser et prendre pleinement en compte leur potentiel dans la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, mais je sais ici que les députés, les acteurs du territoire, y sont très sensibles. Et dans ces innovations, mesdames et messieurs, l'éolien flottant devra prendre toute sa part, et nous devons donner toute sa part à l'éolien flottant. Je souhaite que la France soit à l'avant-garde de ce que nous pouvons appeler collectivement l'éolien flottant compétitif. Les bénéfices, vous le savez, sont nombreux. C'est une filière créatrice d'emplois. L'éolien flottant permet d'être plus éloigné des côtes et donc de limiter la covisibilité avec des espaces littoraux remarquables. Il permet de sélectionner aussi des zones plus éloignées des côtes en évitant donc de cibler des espaces où certaines activités ont lieu, comme par exemple la pêche artisanale. Et il permet, et vous le savez, de réduire un certain nombre d'impacts lors de la phase de travaux avec des installations qui peuvent être plus légères. C'est la raison pour laquelle le développement de l'éolien flottant fait l'objet d'un soutien fort de notre part. Et l'État a commencé ce dernier mois à réunir les acteurs de la filière et des régions pour échanger sur ce sujet, et nous continuerons à soutenir avec notamment les fermes pilotes en Méditerranée avec 200 millions d'euros. Et dans le cadre de France 2030, nous avons dédié 15 millions d'euros pour le développement de flotteurs d'éoliennes innovantes ou des navires spécialisés dans la maintenance de ce nouveau type d'éoliennes. Nous ne pouvons pas rater le cap de l'éolien flottant. Nous ne pouvons pas reproduire l'erreur que nous avons faite collectivement dans l'éolien posé en étant en retard, et nous ne devons pas renouveler les choix contre-productifs faits sur le photovoltaïque dont la fabrication nous a échappé. Pour mener à bien tout cela,
Les préfets coordinateurs ont été missionnés pour réunir notamment l'ensemble des ports, commerces de leur façade, car vous le savez, sans foncier disponible sur nos ports, il n'y aura pas d'éolien en mer, ou en tout cas, nous ne serons pas collectivement à la hauteur des enjeux. Ce travail sera fait évidemment avec les collectivités territoriales pour leurs ports de leur ressort, en particulier les régions et en lien avec les énergéticiens. Et avec Clément Beaune, nous avons lancé une démarche qui vise à réunir tous ces élus locaux de métropole, d'outre-mer, les directeurs de ports de commerce et d'État, pour avancer sur la création de ce que nous avons appelé, avec vous, une coalition portuaire d'État-collectivités, c'est-à-dire qui réunit tous les acteurs pour dépasser la vision strictement étatique de l'enjeu portuaire. Rendez-vous est pris donc avec tous les acteurs portuaires pour continuer à avancer sur ce volet. Nous devions avoir une réunion au Havre, magnifique ville, même si elle n'est pas bretonne, avec Édouard Philippe, mais ça a été décalé en raison d'impératifs d'agenda de ma part, de celle aussi de Clément Beaune. Mais l'enjeu portuaire, l'enjeu du foncier, l'enjeu dans le cadre notamment de la loi Industrie verte, elle est majeure et je sais que vous aurez à cœur de demander d'être à la fois exigeant et donner de la visibilité sur ce sujet. L'une des priorités également dans le cadre de cette planification, c'est bien évidemment de définir un cadre, d'engager un travail de concertation avec tous les acteurs pour assurer, et vous l'avez dit Jules, la meilleure cohabitation possible de tous les usages. Les énergies marines renouvelables, l'aquaculture, la pêche, la conchyliculture même, la protection de la biodiversité, la plaisance, le transport. C'est ce travail de terrain qui va nous permettre de développer l'éolien en mer pour qu'il trouve toute sa place aux côtés de tous les autres usages. C'est une vision stratégique de moyen terme pour vous donner la visibilité et pour donner à nos concitoyens la capacité aussi de se projeter dans l'avenir, de se projeter dans la décarbonation de notre économie et dans le renforcement de la souveraineté énergétique. Et donc c'est un travail sur carte qui va nous amener à se mettre autour de la table tous les acteurs de la mer, les historiques et les nouveaux. Et si nous voulons que cela marche, cette stratégie doit être claire et compréhensible pour tous. C'est l'ambition aussi, au niveau national, de la stratégie nationale pour la mer et la littorale, et la mer et le littoral, qui portera toute l'action publique maritime dans un seul document. Vos contributions ont été nombreuses, ont été de grande qualité et ont été intégrées. Le projet de stratégie sera validé cet été en comité interministériel de la mer par la Première ministre, avant d'être soumis à la consultation du public, puis au Conseil national de la mer et du littoral. Je souhaite qu'elle fixe à la fois un cap, mais aussi des objectifs précis à atteindre. Tous les travaux préparatoires à la planification sont aujourd'hui lancés pour préparer au mieux les futurs débats publics. Et nous aurons, au fond, dans le cadre de ces énergies marines renouvelables, une sorte de grand débat par façade littorale, mais un débat qui est uni, un débat qui permet de prendre en compte tous les aspects maritimes et le développement de toutes les activités sur nos littoraux. J'ai à cet égard rencontré la Commission nationale du débat public avec laquelle nous avons convenu, bien évidemment, de travailler étroitement et que l'implication des membres du gouvernement pour écouter, pour, au fond, avoir la vision du gouvernement, sans, bien évidemment, rentrer dans la répartition et la définition des zones. Mais je crois que la présence du gouvernement, la présence du décideur public est importante pour montrer aussi toute la considération que nous avons dans ce débat public et toute la considération que nous avons dans la parole de nos concitoyens. Et vous le savez, dès l'été 2024, après les débats publics, nous aurons ces cartographies qui diront dans quelles zones nous pourrons mettre ces éoliennes en mer. Ce cadre permettra de tenir compte des retours d'expérience qui placent l'État comme un maître d'ouvrage des débats publics. En suivant cette méthode, nous pourrons collectivement respecter ce calendrier qui, je sais pour vous, est important, car c'est un gage de visibilité. Un aspect important aussi, je l'ai évoqué, planification pour aller vers l'innovation et notamment le développement de l'éolien flottant, c'est celui de la connaissance, qui est pour moi un gage majeur pour renforcer l'adhésion de nos concitoyens. La connaissance, c'est aussi tout l'enjeu de ces débats publics. Sur les enjeux environnementaux, nous veillerons bien évidemment à prendre en compte l'impact des éoliennes sur la biodiversité marine et les écosystèmes côtiers en ne veillant à ne jamais opposer l'un et l'autre. Vous le savez, le gouvernement a mis en place en avril 2022 un observatoire de l'éolien en mer doté de 50 millions d'euros pour acquérir de nouvelles connaissances qui nous permettront de savoir comment mieux respecter les milieux marins. Nous lançons dans ce cadre un appel à projet piloté par l'IFREMER et l'Office français de la biodiversité doté de 15 millions d'euros pour mieux connaître ces interactions entre l'éolien en mer et les milieux.
Nous avons aussi engagé le travail sur les zones de protection forte. Nous avons un objectif, 30% d'aires marines protégées en 2030, avec 10% en zone de protection forte, donc 5% en Méditerranée d'ici 2027. Sur la pêche, il faut là aussi que nous partagions les bonnes pratiques, et je sais que vous allez en discuter avec Olivier Villeneuve aujourd'hui. J'ai visité il y a quelques mois, vous le savez, le parc éolien de Saint-Nazaire, et ce que nous pouvons retenir de ce qui a été bien fait dans ce parc, c'est la cohabitation avec les pêcheurs, et c'est que la pêche a été maintenue pendant toute la phase des travaux. Je crois que c'est quelque chose que nous devons reproduire et le faire en bonne intelligence avec tous les acteurs. En Méditerranée aussi, les concertations fonctionnent et suscitent l'adhésion des pêcheurs, des parties prenantes. J'ai pu le voir encore la semaine dernière quand je me suis rendu en Méditerranée. Vous le voyez, collectivement, nous avons réussi, nous pouvons réussir, et j'en suis sûr, nous allons réussir. Il faut que ces énergies accompagnent aussi nos pêcheurs à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à engager la transition énergétique de leur flotte. Certains acteurs ont déjà contribué à la hauteur de 20 millions d'euros dans le cadre de CMA-CGM, dans le cadre d'un fonds de décarbonation. Je sais, et je ne doute pas, que les acteurs de l'énergie prendront toute la part pour contribuer à l'accélération de la décarbonation des navires de pêche, puisque c'est un enjeu là aussi de souveraineté économique. Nous avons besoin de continuer à avoir des pêcheurs, de la conchyliculture, de l'aquaculture proches de nos côtes pour garantir là aussi une alimentation de qualité et de proximité pour nos concitoyens. Et puis, dans le sujet qui est important de la planification, il y a celui du prix. Le prix qui sera payé par le consommateur pour avoir son électricité, l'acceptation de tous ces projets, de toute notre ambition pour l'éolien en mer, sera largement déterminée aussi par le prix garanti qui sera accessible pour tous nos concitoyens. Je sais que vous y veillez, et ce sera l'un des enjeux aussi des futures discussions avec nos amis parlementaires. Ce qui importe, enfin, ce qui est fondamental notamment pour les élus régionaux, c'est que les filières économiques permettent des retombées et des emplois partout sur nos territoires. Vous avez un rôle à jouer dans le cadre des débats publics pour construire vos projets avec les collectivités territoriales et vous engager pour qu'il y ait des retombées économiques pour chaque territoire. Les régions y sont attentives, je sais que Loïc Chénier-Girard aura l'occasion de le redire. C'est un enjeu majeur pour le développement de nos parcs, et je crois que c'est aussi le sens de la volonté de développer l'industrie partout sur nos territoires qui est porté par le président de la République. Et donc, le lien entre les lycées professionnels, dans le cadre notamment de la réforme du lycée professionnel, le lien avec tous les centres de formation, avec les métiers d'avenir, avec les parcours professionnels des marins qui seront différents. Et donc, il y a des opportunités, là aussi, pour tous nos professionnels de la mer. Vous le savez, les attentes sont fortes, parce que les ambitions en termes de développement en gigawatts sont fortes, et toutes les régions regarderont attentivement, bien évidemment, quelles seront les retombées, comment nous allons structurer aussi ces filières économiques et les formations qui viendront à côté. Je sais que vous aurez demain ou aujourd'hui François Lambert de l'École nationale supérieure de la marine marchande. On voit bien que c'est toute la filière maritime qui attend aussi à la fois des engagements, mais également des projets concrets sur les retombées économiques et la création d'emplois. Il est crucial que tous ces échanges se poursuivent et impliquent bien évidemment les marins. Et dans cet exercice de planification, le rôle des collectivités territoriales est majeur. La gestion de l'espace maritime relève certes en premier chef de l'État, mais les compétences des collectivités, qu'il s'agisse de ce développement économique, du soutien à l'emploi, de l'aménagement du territoire ou encore de l'urbanisme, permettent qu'elles jouent un rôle déterminant pour faciliter le développement de l'éolien en mer. Et donc cet exercice de planification pendant l'année qui arrive va demander une implication forte des régions. Je sais que vous serez attentifs à ce qu'elles le soient et qu'on n'attende pas à la dernière minute pour se décider et que tout le monde partage les contraintes en même temps. C'est la raison pour laquelle j'ai bien évidemment prévenu et discuté avec tous les présidents de région de ces fourchettes qui parfois peuvent paraître ambitieuses, mais c'est très bien, parce que c'est avec de l'ambition qu'on arrivera à avoir des actions très concrètes et une souveraineté énergétique. Mais je souhaite vraiment que les collectivités, dans le cadre notamment des parlements de la mer, que ce soit en Hauts-de-France ou en Méditerranée, qui sont déjà des lieux de construction de l'ambition maritime différents, mais qui permettent à tous les acteurs de discuter ensemble, de pouvoir être au rendez-vous. Je n'en doute pas, mais il s'agissait pour moi ici de le rappeler. Et donc merci à tous les élus pour leur travail, tous les élus qui ont été aussi à l'avant-garde sur ce sujet, et je sais qu'elles seront mobilisées partout sur toutes les façades
maritime. Donc vous voyez, partager la connaissance, partager les contraintes, avoir une ambition commune en termes de formation et de développement économique, c'est un défi qui est de taille, mais c'est un défi que nous saurons relever ensemble. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez, parmi les différentes sources d'énergie renouvelable, le développement de l'éolien en mer est indispensable, incontournable, si nous voulons atteindre l'objectif de neutralité carbone que nous sommes fixés pour 2050. C'est tout le sens de la planification maritime qui est devant nous, et c'est la clé de voûte du succès du déploiement des énergies marines renouvelables. Nous serons au rendez-vous pour relever ce défi de la planification collective, claire, en faveur de la transition énergétique et écologique. Merci beaucoup de votre implication. Alors soyons collectivement à la hauteur des enjeux, continuons le travail de qualité. Vive les énergies marines renouvelables, vive la République et vive la France.